Voilà, donc je vais commencer par donner les nouveaux membres, donc, puisque lors de... Alors, oui, c'est ça. Donc quelques actus sur les écoles qui viennent d'intégrer. Donc suite à l'Assemblée générale du 20 juin, on avait eu un conseil d'administration l'après-midi de l'Assemblée générale et on a approuvé l'entrée de l'EBS, de l'ENS de Rennes et de l'INSEAD, qui est présent d'ailleurs aujourd'hui en force. Et on a également approuvé l'entrée de 2 organismes, le réseau N+I qui s'occupe d'international et le réseau INCREA qui est le groupe des écoles HEI, ISA, ISEN. On a également donc un nouveau président de commission qui a été nommé en conseil d'administration du 20 juin, donc l'après-midi de l'Assemblée générale, donc Franck Bournois comme président de la commission formation, en remplacement de Jean-Michel Blanquer qui a été appelé à d'autres fonctions. On a également donc notre nouveau délégué général qui a été dont la nomination a été approuvée par un vote du CA par voie électronique en septembre 2017 suite au processus de recrutement. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Philippe qui a pris ses fonctions, qui a pris ses marques maintenant et qui est pleinement opérationnel. On peut l'applaudir. Voilà, alors je voudrais vous présenter les faits marquants depuis la dernière Assemblée générale et en balayant aussi rapidement l'actualité des commissions. Alors vous vous rappelez qu'à l'Assemblée générale du 20 juin, on avait eu le plaisir d'accueillir Frédérique Vidal et je crois que nous tous, dirigeants de grandes écoles, avions été très heureux qu'elle réaffirme la place des grandes écoles dans le paysage de l'enseignement supérieur en disant une phrase qui a été largement reprise dans la presse, qui était « Les grandes écoles font partie des chances de notre pays ». Et c'est vrai qu'on a été heureux de l'entendre. Il y a également eu, depuis l'Assemblée générale de juin, une feuille de route du ministère extrêmement cadencée et extrêmement dense. Et je dois avouer qu'au bureau, on dit que de mémoire de CGE, on a rarement vu une période aussi intense depuis juin avec de nombreux chantiers ouverts par le nouveau gouvernement et qui a nécessité une implication très forte de la CGE et des écoles. Alors je voudrais vous donner trois grandes avancées depuis la dernière avancée de juin sous l'angle des actions clés, des impacts de la CGE qu'on a eu sur des sujets critiques ou d'actualité. Vous montrer également les nouvelles contributions qu'on a pu avoir de façon très proactive sur un certain nombre d'enjeux sociétaux, stratégiques ou d'influence internationale. Et puis vous parler également d'évolutions qui sont importantes actuellement dans la vie et dans l'évolution des fonctions de la conférence des grandes écoles. Et ça résonnera avec ce qu'a présenté Florence Darmon tout à l'heure sur les investissements nouveaux qu'on va faire sur un certain nombre de fonctions. Ensuite, je balayerai rapidement les activités des commissions, sachant que c'est juste un point d'étape, puisque traditionnellement, on présente l'ensemble du bilan de l'activité des commissions en juin, à l'Assemblée générale de juin, de juin à juin. Mais là, un point d'étape qui est important, parce qu'il y a des choses qui changent et qui changent très vite, et les commissions et les groupes de travail sont extrêmement actifs. Alors en ce qui concerne les sujets critiques ou d'actualité depuis la dernière Assemblée générale, on a multiplié de façon très importante toutes les auditions et rencontres avec les parlementaires et les ministères sur des sujets qui impactent considérablement la vie des écoles. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est qu'on l'a fait en étroite concertation entre les 3 conférences sur des sujets très importants, par exemple sur l'apprentissage, aller ensemble sur l'apprentissage, sur les regroupements ou sur Parcoursup ou sur la concertation sociale. C'est vrai que les 3 conférences ensemble ont été évidemment un poids important. Alors, ces sujets, ils ont été, bon, d'abord les stages, la suite d'un long processus d'aller-retour avec les ministères pour essayer d'assouplir ce décret, enfin ce qui nous est maintenant imposé dans le cadre des stages. Alors toujours en disant que très bien, on ne conteste pas le bien fondé de cette loi sur les stages qui a permis de clarifier un certain nombre de choses, mais il y avait des dispositions qui étaient vraiment difficiles à gérer pour les écoles. Donc on a obtenu des assouplissements, premièrement sur le nombre de stagiaires par référent pédagogique qui a été augmenté de 16 à 24. Et nous avons également obtenu un assouplissement sur le nombre d'heures en face-à-face. Au début, c'était 200 heures en face-à-face pour un stage, ce qui pose des problèmes, par exemple, aussi quand on fait la césure sous forme de stage et que les étudiants sont loin à l'international. Donc on a obtenu cet assouplissement en diminuant le nombre d'heures de face-à-face obligatoire à 50 heures sur les 200 heures de formation. Donc ça, c'est un aboutissement. Après, tout n'est pas réglé, mais au moins on a ces assouplissements-là. Et là, on voit clairement l'impact des actions et des discussions qu'on a pu avoir. Alors sur l'apprentissage,
Je dirais qu'on a tous hâte que les choses se terminent. Ça fait maintenant un moment, ça fait maintenant plus d'un an et demi, mais ça fait même 2 ans, 3 ans que la CGE, voire 4 ans que la CGE se base sur l'apprentissage. Alors sur le quota et sur le hors quota. Sur le quota, l'idée c'est de défendre bien sûr l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, à la fois comme un nouveau modèle pédagogique, un nouveau mode de relation entre l'enseignement supérieur et les entreprises, mais aussi comme un moyen de favoriser l'ouverture sociale. On a été beaucoup interrogé là-dessus, mais finalement l'apprentissage favorise-t-il vraiment l'ouverture sociale dans les grandes écoles? Et donc on a fait une étude flash en octobre-novembre, et je remercie vraiment les écoles pour leur réactivité. On a regardé sur toutes les écoles, les plus de 140 écoles qui ont développé massivement l'apprentissage dans la conférence des grandes écoles, en quoi l'ouverture sociale était favorisée, en regardant notamment les profils CSP de classe socio-professionnelle des étudiants en apprentissage, et on a montré notamment qu'il y avait 2 fois plus d'enfants d'ouvriers dans les cursus en apprentissage que par la voie classique. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas ces éléments-là, et il faut qu'on les introduise maintenant dans notre baromètre ouverture sociale. Cette finesse de ne pas s'arrêter simplement, quand on parle d'ouverture sociale, au nombre de boursiers sur critères sociaux, d'aller plus loin évidemment, et c'est ce qu'on fait déjà en regardant le nombre de boursiers sur critères sociaux au niveau les plus élevés des échelons de bourse, 5, 6, 7, mais aussi de remonter sur le niveau de classe sociale des parents, leur niveau de diplôme, etc., pour vraiment savoir où on va et comment piloter les choses pour favoriser l'ouverture sociale, qui est un chantier de longue date à la conférence des grandes écoles. Alors sur le hors quota, là aussi on a hâte de savoir comment ça va se terminer. On est monté au créneau tous, CGE et les écoles. On s'est exprimé largement dans la presse à ce sujet pour défendre cette part du barème qui est, comme le rappelait Julie Joly, qui est un élément fondamental dans le modèle des grandes écoles et qui leur sert, et c'est bien la vocation initiale de cette part, barème de la taxe, à financer la professionnalisation de leur cursus, l'ouverture sociale, la transformation pédagogique et numérique, les projections internationales. Donc on espère, on a bon espoir que cette part barème soit maintenue dans son niveau et peut-être sous un autre nom, parce que sinon ça serait vraiment un coût extrêmement dur qui serait porté au modèle économique des écoles, quelles qu'elles soient, notamment les écoles de statut privé, mais les écoles d'une façon générale. Alors sur les regroupements aussi, autre sujet d'actualité, où on a interagi avec le ministère sur l'article 28, le fameux article 28 du projet de loi d'habilitation pour inviter le gouvernement à prendre des ordonnances, et notamment sur les regroupements. Donc, et on a fait un communiqué de presse commun avec la CDFI sur ce sujet pour bien montrer en quoi la problématique liée aux écoles dans ces regroupements et à la bonne articulation entre les écoles et les universités dans ces regroupements. Sur Parcoursup, qui nous a beaucoup occupé aussi avec plusieurs sujets, les vœux groupés en prépa, avec lesquels on a interagi bien sûr avec les associations des classes prépa, soit les lycées à classe prépa ou les associations des profs de classe prépa, pour demander des vœux groupés, donc ce qui a été acté. On intervient aussi beaucoup, la CGE, sur la construction du portail avec les autres conférences, et Philippe Rogimbard travaille avec l'équipe de Toulouse au titre de la CGE sur ce portail-là. Il y a épisode en date, l'amendement Gros-Perrin qui propose d'avancer la date à laquelle les écoles devront aller sur Parcoursup, donc de l'avancer à 2019, ce qui pose un gros problème. Vous savez que dans nos écoles de la CGE, certaines étaient déjà sur APB, certaines n'y étaient pas, et elles n'y étaient pas pour un certain nombre de raisons, notamment le problème de compatibilité avec le calendrier des concours, la question de l'accès direct aux candidats. Donc tout ça suppose un travail pour pouvoir rentrer effectivement dans ce portail, et l'amendement Gros-Perrin, je crois que j'ai oublié un S, est un amendement qui risque de mettre beaucoup les écoles, mais aussi les familles et les étudiants en difficulté. Donc on intervient au niveau des parlementaires actuellement, au niveau des ministères sur cette question-là. Alors sur la concertation sociale plus largement, le processus qui avait été lancé par la ministre avec les 11 groupes de travail, la CGE a participé à 8 groupes de travail sur 11. On a été auditionné également, on a beaucoup interagi sur les questions de réforme du bac, les questions des maths, etc. Et ça, on l'a fait vraiment en concertation avec les autres conférences, en échangeant, en croisant nos participations dans les différents groupes et en échangeant avec des points d'étape tout au long du processus. Alors, il y a un dernier sujet
qui est le bachelor et le grade de licence, mais aussi la question du diplôme national de master. Donc ça, c'est toujours un très très gros dossier pour nos écoles. Donc bien sûr, dans l'agenda du ministère, c'est un petit peu repoussé, puisqu'il y a des sujets d'actu qu'il faut d'abord réussir. Il y a d'abord, pour l'instant, Parcoursup, qui doit réussir, et puis la question de l'apprentissage. Mais très clairement, on continue à instruire ce dossier pour essayer de pousser la question de l'obtention d'un grade de licence pour les bachelors. Avec ce développement massif du bachelor, on a besoin d'un grade et d'un système d'accréditation qui va bien. Donc ça, c'est le sujet qui ressortira avec force, mais qui devrait déjà sortir dans la presse, même aujourd'hui ou demain, avec un article intéressant sur cette question-là. Il y a aussi la question du diplôme national de master. Je vous rappelle que suite au recours qu'on avait fait au Conseil d'État, maintenant la balle est dans le camp des écoles qui se verraient refuser la possibilité de délivrer ce diplôme et qui pourraient faire un recours au tribunal administratif et introduire une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité. Et la CGE accompagnera les écoles qui s'engageront dans cette voie. C'est ce que nous avions dit lors de l'AG. Et c'est pour ça qu'on réserve aussi des budgets de ce point de vue-là. Alors sur les contributions sur des enjeux sociétaux, stratégiques ou d'influence internationale, après vous les verrez un peu réapparaître forcément dans le travail des commissions, donc je vais essayer de ne pas faire les choses de façon trop redondante, mais c'était pour vous donner un peu la grande image. On est très proactif sur des grandes questions comme le numérique. On s'est engagé dans le collectif Femmes et Numérique avec le SIGREF et d'autres associations. Pascaline, etc. Et on porte cette question-là. Nous sommes allés voir Mounir Majoubi récemment aussi sur cette question. Sur le handicap aussi, la CGE pousse à porter auprès de l'Élysée. On est allé en direct à l'Élysée, on est allé à l'ONU pour porter la question du statut international de l'étudiant en situation de handicap, pour permettre à tout étudiant de pouvoir, parce que comme on impose les mobilités internationales dans nos cursus, c'est quand même un élément très important du modèle pédagogique des écoles. Il n'est pas question effectivement qu'un étudiant en situation de handicap se trouve empêché d'aller à l'international, tout simplement pour des questions pratiques de transport de médicaments, de logistique à l'arrivée, de financement, etc. Sur l'ouverture sociale, où la CGE a une contribution originale, là actuellement aussi, on continue dans notre fonction de do tank, pas seulement de think tank, on a aussi cette capacité à expérimenter dans des écoles qui sont de véritables laboratoires vivants pour l'enseignement supérieur. Et donc on est toujours en train d'instruire la notion de PAC étudiant solidaire. Au début on l'appelait prêt étudiant solidaire, on change le nom, c'est un PAC étudiant solidaire, pour faire en sorte qu'aucun étudiant ne puisse être empêché de faire un parcours en grande école pour des questions de financement. Donc l'idée d'un prêt à taux zéro et sans caution délivré par des banques et qui couvre non seulement les frais d'inscription mais aussi les frais de vie de l'étudiant. Donc on a un pôle d'expérimentation de 30 écoles de la CGE qui sont portées volontaires. On a négocié avec une dizaine de réseaux bancaires et il y en a 3 qui sont actuellement vraiment dans la phase de vouloir réaliser, mais il y a encore des choses, ce sont des ajustements à faire sur les conditions techniques de ce PAC étudiant solidaire, et ça se fait avec l'association Article 1 qui résulte de la fusion de Passeport Avenir et de Fratelli, qui sont des partenaires de longue date des écoles. Donc sur l'apprentissage, j'ai déjà parlé de l'enquête. Sur les tendances, très important aussi, la conférence des grandes écoles, qui est un observatoire en fait de ce qui se passe dans les grandes écoles et plus largement l'intérêt pour savoir ce qui se passe dans l'enseignement supérieur. Donc en dehors de nos enquêtes et baromètres que vous connaissez bien, et je vous remercie chaque fois pour vos réponses, parce que sans ça, on n'aurait pas ce benchmark qui nous permet d'avancer et de piloter l'amélioration continue, que chaque école puisse toujours s'améliorer. Donc on a ces tendances qu'on mesure de ce que pensent nos diplômés. On vous a passé ce petit film aussi un petit peu pour ça, c'est écoutons nos diplômés et écoutons la jeunesse. Et donc on a ce deuxième baromètre BCG, CGE, Ipsos sur les talents, ce qu'ils attendent de leur emploi, qui a été publié, qui a été très relayé dans la presse, à la fois sur les valeurs de nos diplômés, leur engagement par rapport à l'économie sociale et solidaire, l'entrepreneuriat social, leurs aspirations en termes de management dans les entreprises. Ça a été beaucoup relayé dans la presse, sur la façon dont la jeunesse fonctionne et voit l'entreprise et voit le management des entreprises.
Et puis, nous sommes en train de réfléchir au lancement d'une deuxième édition du sondage. Vous savez qu'on avait lancé ça, c'était assez original, de lancer un grand sondage national qui avait été fait par TNS Sofres sur les attentes des Français par rapport à l'enseignement supérieur, qu'est-ce qu'ils en connaissent, qu'est-ce qu'ils en attendent, comment ils s'y projettent. Et donc là, on est en train de réfléchir à la deuxième édition avec sans doute un petit peu de modifications et notamment peut-être une plus grande prise en compte dans cette enquête de l'impact et de la place des grandes écoles dans les territoires. Alors, autre contribution sur lesquelles on est proactif, c'est l'Europe et l'international. Donc, Simone va nous en parler sur la conférence de Paris, le processus de Bologne. Et typiquement, l'idée est de remonter des contributions de la CGE dans ce cadre-là, et notamment sur le handicap, sur le numérique ou sur le bachelor et le grade de licence, par exemple. Donc, la CGE on en a discuté en bureau ce matin. Donc, on va faire remonter des contributions pour cette conférence, mais on a déjà participé au groupe de travail. Alors, autre sujet, par exemple, ce n'est pas exhaustif encore une fois, mais on a fait à l'été, automne, une synthèse sur les grandes écoles et l'Afrique en vue du prochain des déplacements qui étaient annoncés du président de la République en Afrique. Et ce type de synthèse est quand même très éclairant et très édifiant. Et je ne sais pas si vous l'avez consulté, il est disponible sur notre web. Ça montre la façon dont les grandes écoles contribuent à l'influence internationale de la France, se projettent dans les différents continents. Donc là, il se trouve que c'était l'Afrique, mais il faut qu'on fasse ces synthèses aussi sur les autres continents. Et c'est vraiment impressionnant, c'est réellement impressionnant de voir tous les différents modèles de campus en propre ou partagé, mais aussi les modèles de relations des grandes écoles avec les partenaires africains. Et ça a servi notamment pour la mission du PR au Sénégal, bien sûr, puisque ça a servi aussi de contextualisation de ce qu'on faisait en Afrique. Et par exemple, on a également élaboré une note sur l'attractivité de la France et la contribution de l'enseignement supérieur sur ces questions-là. Alors, sur l'évolution dans la vie et les fonctions de la conférence des grandes écoles, il y a deux choses importantes à vous dire. Premièrement, les mouvements 2018 qui sont prévus à la présidence de 3 commissions. La commission diversité, puisque Nathalie Gormezano va quitter son établissement et donc sera forcément démissionnaire de la commission diversité. La commission amont, avec le départ de Hervé à la retraite, on peut le dire, puisque l'appel à candidature a déjà été public. Et puis les mouvements à la tête du chapitre aussi, puisque Loïc Roche arrive en fin de mandat et il y a des élections d'un nouveau président ou une nouvelle présidente en mai 2018. Alors sur les évolutions des fonctions de la CGE qui sont en cours, donc on a réfléchi avec le bureau et qu'on est en train de mettre en œuvre avec le bureau et avec le conseil d'administration, donc pour un renforcement de la capacité d'influence de la conférence des grandes écoles et une amélioration du service rendu aux écoles. Donc on est en train de travailler sur 4 points. Le premier point, c'est le renforcement des actions et de notre capacité de plaidoyer et influence. On n'aime pas dire lobbying. C'est vraiment le plaidoyer et l'influence. Et donc l'idée étant de dire, ça va tellement vite, les analyses sont tellement complexes en termes politico-juridicaux, réglementaires, et puis le lien avec les politiques, les parlementaires est quand même à instruire de façon très fine. Et donc on est vraiment, notre diagnostic depuis un moment, depuis à la CGE, c'est qu'on est on n'est pas assez fort là-dessus. Donc, et d'autres conférences ont d'ailleurs déjà des cabinets de lobbying qui les aident. Donc on va renforcer à la fois en interne et avec l'appui d'un cabinet extérieur dont on a commencé à lancer le processus pour la sélection. Et puis ça rejoint les préoccupations des écoles de management portées très fortement par le chapitre et le président du chapitre. Vous avez sans doute entendu parler des réflexions qu'avaient les écoles de management pour créer un syndicat des écoles de management qui ferait du lobbying. En fait, après discussion, l'idée est de dire on le met plutôt, on l'internalise dans la conférence des grandes écoles et ça servira à toutes les écoles en prenant bien en compte les spécificités de chacune. Voilà, donc l'affaire est maintenant au sein de la conférence des grandes écoles, en très fort lien avec le chapitre, mais avec toutes les écoles. Le renforcement des actions de communication grand public, je vais l'illustrer tout à l'heure avec ce que fait la commission communication. Donc vous savez que c'était l'idée de dire, on est dans une communication qui est sans doute trop B2B, business to business, on parle trop dans l'entre-soi avec les ministères, les autres conférences. Il faut aussi pouvoir communiquer directement avec les familles, les étudiants, la société civile, et pas simplement via ce qui peut être relayé par la presse et que quelquefois on ne trouve pas tout à fait exact.
Et donc, on préfère aussi avoir cette voie de communication directe par le biais de salons, de guides, de sites internet. On renforce la fonction accréditation audit à la fois face à l'affluence des demandes des écoles qui souhaitent rentrer dans la CGE ou des écoles qui veulent labelliser des nouvelles formations à la CGE, et on réfléchit à un renforcement de l'accompagnement par rapport au RNCP. Donc qui peut avoir un coût pour la CGE, mais qui pourrait faciliter la vie des écoles. Et puis, dernier point, on est en train d'opérer une refonte du système d'information pour pouvoir être beaucoup plus efficace dans les rendus, les baromètres, les statistiques qu'on produit à votre attention. Alors sur l'activité des commissions, donc un petit point d'étape rapide, je ne vais pas reprendre tous les points qui sont sur les slides, c'est juste pour vous donner un peu une idée de tout ce qui se fait. Vos référents sont au courant, mais c'est pour vous donner un peu à vous, dirigeants, une image un petit peu globale des points clés des activités. Alors sur la commission des accréditations, on est sur l'évolution du référentiel des labels, vous avez été informé, un lancement du dispositif d'enquête, d'insertion aussi des étudiants qui suivent des formations labellisées conférences des grandes écoles. Qu'est-ce que ça leur donne comme valeur ajoutée, comme plus sur le marché de l'emploi? Les recrutements de nouveaux experts pour l'accréditation, voilà, le CNCP, j'en ai parlé. La commission amont, qui est très mobilisée par le suivi de la mise en place de Parcoursup et par toute une série d'évolutions qui sont, on ne dira jamais assez, il y a aussi une question de technique derrière, c'est-à-dire que tout ça est extrêmement compliqué à mettre en place, complexe à mettre en place. La commission amont a une commission extrêmement importante sur l'adaptation de nos processus par rapport aux évolutions qui sont en cours en amont, justement, des grandes écoles. Sur la commission aval, j'appelle la conférence de presse aura lieu le 19 juin pour présenter à la presse cette enquête insertion professionnelle des diplômés des grandes écoles, qui est toujours très attendue. On a souvent entre 20, 30, voire 40 journalistes dans la salle. Et puis on est en train de réfléchir à la création d'un groupe de travail sur les alumni. Et je vous rappelle que le prochain congrès, enfin un colloque, on a prévu un colloque au début juin, 5 juin, sur les alumni comme force par rapport aux grandes écoles, à la fois pour nos évolutions, pour porter les transformations des grandes écoles. Sur le chapitre, donc très actif avec des rencontres relations internationales qui ont eu lieu en janvier, des rencontres du GT Innovation Pédagogique et toute une série d'événements en cours de préparation, avec donc la date du 23 mai qui sera en fait le jour de l'élection des nouveaux présidents et vice-présidents du chapitre. Voilà. Sur la commission communication, donc outre le congrès de Rennes d'octobre 2017 sur financement et développement, qui a été un beau succès, qui a beaucoup mobilisé la commission, on a également été présent, et on a renforcé ça cette année, la CGE a été présente, et avec des écoles bien sûr, sur 2 salons étudiants, stages et Studirama, avec des conférences qui ont été assurées. Alors c'est vrai que je remercie les personnes qui ont participé et qui ont donné ces conférences. C'était un samedi et un dimanche en plus, avec des mobilisations un petit peu en dernière minute. Donc merci à toutes ces personnes. Je les ai remerciées déjà personnellement, et leurs noms sont affichés là sur cette diapo. Alors ce partenariat qu'on fait avec Studirama, on vous avait distribué le guide lors de la dernière AG, où il est disponible. D'accord. Ah oui, il est disponible que maintenant, oui, c'est vrai. Donc on a un guide Studirama que vous pouvez prendre. On a distribué ça sur plusieurs salons à Paris, en province, avec beaucoup de pages sur les grandes écoles, ce qu'est une grande école, qu'est-ce que c'est, toutes les idées reçues aussi sur les grandes écoles. Peut-on faire de l'apprentissage en grande école? Oui. Les grandes écoles sont-elles ouvertes socialement? Bah oui. Qu'est-ce qu'on peut faire de l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on peut se former à l'entrepreneuriat dans les grandes écoles? Enfin, toutes ces questions-là qui sont bien explicitées dans le guide. On a également enregistré des vidéos sur plusieurs thèmes, l'apprentissage, l'ouverture sociale, les masters spécialisés, etc. Donc tout ça est disponible actuellement, ça y est, et relayé sur les chaînes. Voilà. Donc en essayant aussi de distinguer ce label grande école de la conférence des grandes écoles par rapport à peut-être à une dénomination qui est un peu usurpée par des écoles qui n'en sont pas membres.
Ce baromètre Ipsos, BCG, CGE dont j'ai déjà parlé, et puis les abonnés sur Twitter, avec une tendance à la hausse. Mais ce passage de la conférence des grandes écoles aussi sur les réseaux sociaux est effectivement une tendance qu'il faut qu'on renforce. Alors la commission développement durable et responsabilité sociétale, donc il y a eu beaucoup de choses depuis la dernière assemblée de juin en termes de représentation, contribution de la conférence des grandes écoles à de nombreux événements. On avance également sur la construction d'outils, alors nous, mais aussi bien sûr en partenariat avec des acteurs avec lesquels on s'associe en termes de MOOC sur les objectifs du développement durable, sur les questions pour le SULI-test, etc. Conception d'une plateforme numérique d'auto-évaluation. Alors ce qui est important, c'est quand même à retenir, c'est aussi tout ça est une vraie tendance de fond et les critères de développement durable et de responsabilité sociétale seront dans les référentiels du HCRS, à compter de la vague E. Et je voulais citer aussi, pointer la rencontre annuelle R2D2 à Marseille qui aura lieu le 17 et 18 mai avec une forte ouverture internationale. Alors sur la diversité, la commission de diversité, donc il y a toujours le groupe de travail ouverture sociale qui est extrêmement actif. Et il y a eu ce gros congrès ouverture diversité qui avait lieu juste après l'AG de juin. Il travaille également beaucoup sur le service civique, on en a déjà parlé tout à l'heure, et sur le PAC étudiant solidaire. Voilà. Il y a également ce groupe de travail handicap et puis le groupe de travail sur l'égalité homme-femme. Alors, je voudrais revenir sur le groupe de travail égalité homme-femme puisque c'est la grande cause du quinquennat. Donc on a bientôt le 3e baromètre égalité homme-femme qui sera présenté. J'insiste sur ces baromètres enquêtes parce que c'est quand même une originalité de la conférence des grandes écoles et des grandes écoles que d'avoir autant d'outils qui permettent de mesurer où on en est et où on va et l'impact de ce qu'on fait par rapport à l'amélioration. Donc ce baromètre égalité homme-femme est assez original et unique dans l'enseignement supérieur. Bon, on participe bien sûr aux initiatives du MESRI sur les questions de violences sexistes et sexuelles. On continue, on a relancé donc, le concours sur Stereotype Busters, les chasseurs de stéréotypes, et on lance une enquête sur l'insertion des femmes en partenariat avec la Caisse des dépôts, donc au premier semestre 2018. Je vous rappelle que chaque année, les bras nous en tombent, mais chaque année, lorsqu'on dévoile les résultats de l'enquête insertion professionnelle, on voit ce différentiel entre hommes et femmes. Même si les niveaux d'insertion professionnelle sont excellents pour tous les diplômés des grandes écoles, il y a malgré tout un différentiel homme-femme qui persiste à l'embauche avec un différentiel de salaire, un différentiel en termes de rapidité d'insertion, un différentiel en termes de statut, cadre, non-cadre, CDI, CDD, et puis ces différences s'accroissent au cours de la carrière. Donc il va falloir un jour ou l'autre que ce problème soit levé. Donc il faut qu'on s'y attaque de façon aussi beaucoup plus forte. Alors ça ne concerne pas que les écoles, bien sûr, c'est aussi toute la société, le contexte sociétal. Mais tout ce qu'on peut faire, nous, de notre côté, il faut qu'on le fasse. Et nous, les dirigeants des grandes écoles et nous, à la conférence des grandes écoles. Alors sur la commission formation, elle a été occupée donc, par le décret sur les stages et beaucoup évidemment par la réforme de l'apprentissage, avec toutes les rencontres. ANASUP est dans la salle d'ailleurs, on a beaucoup travaillé avec ANASUP sur cette question-là. Alors il y a eu également l'enquête sur le fundraising, il y a eu tout ce qui concerne le numérique. Donc outre ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure avec le collectif Femmes et Numérique et la rencontre avec Mounir Majoubi, je vous rappelle qu'on a mis au point une plateforme de stage sur les numériques labellisée SIGREF et CGE et qui va être lancée en février 2018 pour offrir aux diplômés des grandes écoles des stages sur le numérique. Dans un premier temps, c'est dans un périmètre un peu restreint, mais l'idée à terme est d'élargir et de pouvoir offrir à des diplômés de grandes écoles qui ne sont pas spécialisés sur le numérique, parce qu'il y en a beaucoup, mais dont les diplômés vont être confrontés forcément bien sûr au digital et toutes les écoles se mettre dans ce mouvement-là, mais d'avoir accès à des stages sur le numérique auxquels ils n'auraient pas forcément pensé, dans des entreprises auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé. Avec aussi, là encore, la dimension femmes et numérique qui est extrêmement importante. Il faut aussi que plus de femmes se projettent dans le numérique. Actuellement, on n'a déjà que 30% en moyenne de femmes dans les écoles d'ingénieurs, mais quand on regarde les femmes qui sont sur les métiers du numérique, d'après les chiffres du SIGREF, on est à 10%. Et compte tenu du besoin, déjà, il y a ce problème d'équilibre des genres, mais compte tenu du besoin massif qu'il y a, il faut mobiliser tous les talents et pas puiser seulement dans la fraction masculine de l'humanité, bien évidemment.
Voilà. Donc, sur la commission relations internationales, effectivement, donc ça vous donne l'image si quelqu'un veut les supports, on pourra les envoyer, hein, des supports de présentation. Donc, énormément de participation à des conférences, à Campus France. On est très actif dans Campus France. Et puis, tout à l'heure, je ne dévoile pas ce que, bien sûr, trop de choses sur la conférence de Paris, puisque Simone va nous en parler. Sur la commission recherche et transfert, on aura cette enquête qui a été faite sur la place des SHS dans les grandes écoles et qui sera présentée lors du congrès d'octobre sur les transformations sociétales. Je vous rappellerai après toutes les dates des clés, hein, de cette année à laquelle vous êtes vraiment attendus. Sur la commission vie étudiante, qui est nouvelle, hein, quand même, puisque François a mis ça en place très très récemment, François Boucher, le DG de l'EDIX. C'est une commission qui n'existait pas, hein, je vous rappelle, c'est la dernière née dans les commissions de la CGE, on est maintenant à 11 commissions. Donc la participation au projet européen ExtraSup, qui est en fait sur la valorisation des compétences extracurriculaires, donc beaucoup d'actions sur le plan étudiant, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le plan étudiant nous a beaucoup mobilisés, et les week-ends d'intégration bien sûr, le guide de la responsabilité du dirigeant qu'on vous avait distribué lors du congrès de Rennes. Voilà, donc c'est une commission qui a une vie intense, même si elle est très très jeune. Et je vous rappelle pour finir les événements de la conférence des grandes écoles, donc le colloque du 5 juin sur les alumni, acteurs de l'avenir. J'espère que vous pourrez y venir, même la date est très proche. Le 12 juin, l'Assemblée générale, où nous aurons les compagnons du devoir d'ailleurs, avec lesquels nous avons un accord de collaboration. Et puis le 4 et 5 octobre, un congrès qui sera très important sur les grandes écoles face aux transformations sociétales, dont on va vous livrer quelques lignes dès que possible, mais qui à la fois porte sur, bien sûr, les transformations comme le numérique et l'intelligence artificielle, mais aussi nos étudiants comme acteurs des transformations sociétales, nos étudiants qui sont de plus en plus engagés et à qui on doit offrir et on offre de plus en plus de possibilités pour s'engager et qui auront pendant leur cursus à l'école, mais aussi après, un rôle majeur à jouer dans les transformations sociétales. Voilà, je termine là-dessus en souhaitant que vous inscriviez en dur ces dates dans votre agenda et qu'on ait le plaisir de se retrouver. J'insiste encore sur cet espace d'échange qu'on essaye de créer lors des assemblées générales ou du congrès. Et au congrès d'octobre, notamment, on va s'efforcer de réserver des plages de respiration pendant lesquelles les DG pourront beaucoup plus échanger entre eux, parce qu'on a souvent des programmes très chargés, on se voit peu, et souvent les DG nous remontent à la suite des congrès. C'est dommage, on aurait bien aimé plus discuter ensemble. Donc on va essayer de vous créer ces espaces-là entre les séquences pour qu'on puisse se retrouver et partager et faire ce qui fait la force des grandes écoles et de la conférence des grandes écoles, c'est cette solidarité, cette cohésion et cette réactivité que vous montrez. Merci à tous.